J'ai compté 107 nouveautés ces 2 dernières semaines. Les équipes n'ont pas chômé, c'est 40% plus que d'habitude. Et parmi tout cela, j'ai retenu pour vous 2 services préannoncés en décembre et maintenant disponibles pour tous. Côté IA, on va parler aussi de classification de texte et d'images et puis d'analyse de sentiments pour des conversations. GuardDuty supporte maintenant EKS et puis il y a aussi un nouveau canal de blog pour les développeurs et des nouveautés côté Amplify et Swift. Je vous explique tout ça, c'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Quelle semaine très occupée pour les équipes d'AWS France puisque c'était le Summit à Paris au Palais des Congrès mardi 4 avril et j'enregistre ce podcast vendredi très tôt le matin avant de vous le diffuser. Vous étiez plus de 10 000 à nous avoir rejoints à ce qui est désormais le plus gros événement cloud en France. 10 000 personnes qui se réunissent tout au long d'une journée. Alors merci à nos partenaires, merci à vous évidemment d'avoir assisté au Summit et des une bonne centaine de sessions en breakout. Les sessions n'ont pas été enregistrées, donc désolé, on ne pourra pas vous les retransmettre, en tout cas pas toutes. La keynote, elle, a été enregistrée. Elle sera disponible un peu plus tard, en général après que la saison des summits se soit terminée, car on veut laisser la surprise aussi de la keynote aux autres, ceux qui vont assister au summit à Berlin, à Londres, à Madrid, à Tel Aviv, et puis dans des tas d'autres villes. Ça m'a donné l'occasion de parler avec beaucoup d'entre vous aussi, qui m'ont dit des tas de choses très gentilles sur le podcast, donc merci. Je suis très content de pouvoir rencontrer les auditeurs du podcast AWS en français pour de vrai, comme ça vous m'avez vu, je vous ai vu, on a parlé du podcast et de sujets futurs possibles. Côté nouveautés sur AWS cette semaine, je vous l'ai dit, plein de nouveautés, donc c'était dur de faire le tri, donc j'essaye de me concentrer sur les grandes annonces, les nouveaux services, les choses qui sont vraiment utilisées par beaucoup d'entre vous ou qui ont un focus plutôt développeur, builder, les mains sur le clavier, un peu plus technique comme je le fais d'habitude. Donc cette revue des nouveautés est forcément biaisé, mais je vous donne tous les liens vers mes sources, donc vous pouvez compléter vos informations par vous-même. Et je commence cette revue avec un nouveau service qui s'appelle AWS Supply Chain, qui est maintenant disponible pour tous. C'est un service qui avait été pré-annoncé à re:Invent, la conférence aux clients début décembre de l'année passée, 2022. Il est maintenant disponible. C'est un de ces services verticaux. C'est un service qui assemble et utilise plein d'autres services AWS, des services de fondation, pour fournir un service à un métier bien spécifique. Et ici, c'est celui de la logistique, quelque chose qu'Amazon connaît bien par son expérience avec Amazon.com. Donc c'est un service entièrement managé qui vous aide à gérer votre chaîne logistique. En gros, il se connecte à des services comme des ERP ou d'autres sources de données pour importer des données de vos systèmes existants. Il crée à partir de ça un data lake sur Amazon, évidemment. Ça peut être SAP, S4, ça peut être HANA, qui sont les sources de données ou d'autres systèmes de supply chain management. Et on applique toute une série d'analytiques et de modèles de machine learning et l'expérience d'Amazon depuis plus de 25 ans sur la gestion des données de supply chain pour vous créer des cartes en temps réel avec vos différents entrepôts et les risques d'alimentation, de stock, par exemple, si vous êtes au-dessus du stock ou en dessous du stock, des cartes avec des couleurs et qui permettent aux gestionnaires d'inventaire de faire un drill down sur une région spécifique. Donc on vous donne des informations sur l'état des stocks, mais aussi des actions, des recommandés, des actions recommandées si jamais un risque est détecté, par exemple en fonction du pourcentage de risque, de la distance entre les entrepôts, l'impact sur l'environnement, etc. Donc vous pouvez prendre des décisions informées sur base des données qui sont dans vos systèmes. C'est un système qui permet de collaborer également entre différents gestionnaires de stock. Il y a des systèmes internes de chat et de messages pour échanger de l'information. Et puis il y a un système de forecast également qui est basé sur les informations que vous pouvez nous donner sur l'historique de votre chaîne logistique, faire du forecast, de la prévision de demande de manière à ce que vous puissiez prévoir les quantités en stock de différents produits à différents endroits. C'est mon collègue Danilo Poccia qui a écrit le blog post qui vous montre comment ça marche, vraiment avec les mains sur
la console. Il vous montre comment vous pouvez utiliser ce nouveau service, créer des alertes et obtenir des informations au sujet de votre chaîne de logistique. AWS Supply Chain, c'est disponible pour tous maintenant sur 3 régions, si je me souviens bien. Northern Virginia, donc US East, US West, Oregon, et en Europe, à Francfort. Un autre service, celui-là plutôt pour les développeurs, au sens large du mot développeur, peut-être les admin systems également, un service qui avait été annoncé aussi à reInvent en décembre l'année passée et qui devient disponible pour tout le monde, c'est Amazon VPC Lattice. Alors Lattice, c'est un nouveau service qui permet d'abstraire, de créer une couche d'abstraction au-dessus d'un service tel qu'un microservice ou une API par exemple. Il gère pour vous tout l'aspect connectivité, d'interconnexion des VPC, de nommage également. Donc globalement, vous définissez un service, par exemple mon API pour passer des commandes. Vous donnez le target, le endpoint. C'est quoi au final l'API pour passer des commandes? Ça peut être une fonction lambda, ça peut être une adresse IP V4, V6, ça peut être un load balancer, ça peut être une instance EC2, etc. Puis vous définissez des règles d'accès à ce service, qui peut y accéder avec des policies IAM et des règles de routage. Je voudrais par exemple que 60% du trafic de ce service soit dirigé vers une fonction lambda et les 40% autres vers mon cluster Kubernetes par exemple, ce qui facilite aussi les migrations. Et puis VPC Lattice va vous créer un endpoint pour ce service-là avec du monitoring, avec du log, etc. Et c'est ce endpoint que vous distribuez à vos applications, que vos applications vont utiliser. Donc tout le trafic sera routé à travers VPC Lattice. Et dans VPC Lattice, vous gérez la sécurité d'accès, le routage vers les endpoints, ce qui vous permet de balancer d'un endpoint à l'autre, par exemple, en cas de migration, et tout le logging également pour débugger le trafic. Donc ça vous crée une espèce de couche réseau d'abstraction au-dessus de vos services qui vous permettent de combiner des services entre eux sans que vous n'ayez à gérer les aspects sécurité ou interconnexion entre différents VPC. Si ça vous parle, alors allez dans la console, allez regarder VPC Lattice, et c'est aussi Danilo qui lui aussi était bien occupé cette semaine, qui a écrit le blog post, et comme d'habitude, je vous mets les liens dans les notes du podcast. Côté apprentissage machine, il y a du nouveau sur Amazon SageMaker et plus spécifiquement Amazon SageMaker Canva. Canva, c'est cette offre no-code, point and click, on utilise la souris qui vous permet d'importer des données, d'entraîner un modèle, de tester le modèle et puis éventuellement de le déployer en production sans être un data scientist. C'est une des rares fois que j'avais réussi d'ailleurs à importer des données et entraîner un modèle sans que je doive suivre un tutoriel. C'est suffisamment intuitif, il ne faut pas générer de code, il ne faut pas tourner des notebooks avec Python, etc. et puis connaître la différence entre PyTorch et TensorFlow. Donc c'est un outil vraiment à mettre entre toutes les mains, entre les mains de business analystes également, des gens qui connaissent le métier, qui peuvent ainsi juger de la pertinence d'un modèle. Eh bien, SageMaker Canva s'enrichit avec des nouvelles fonctionnalités. L'une d'elles, c'est le support de modèles pour faire de la classification de texte ou de la classification d'images. Donc, ce sont des choses différentes. Donc, classifier, ça veut dire mettre dans des catégories. Ça, je vous apprends rien. Classification de texte, c'est typiquement utilisé pour faire de la détection de sentiments, par exemple. Vous voulez analyser tout ce qui se dit sur votre marque ou sur votre produit sur les réseaux sociaux. Vous pompez l'API de LinkedIn, de Twitter ou d'autres feeds, vous les passez à la moulinette de vos modèles et ils vous catégorisent les messages en disant voilà, ça c'est des messages positifs, neutres ou négatifs avec des pourcentages à chaque fois. Même chose pour classifier des images. Vous avez des images je sais pas moi, de contrôle de qualité en sortie de chaîne de production par exemple, et vous voulez détecter quelles sont les images de pièces qui ne respectent pas votre critère de qualité versus les autres. Donc vous pouvez entraîner des modèles à reconnaître et à classifier les images. Donc on a deux nouveautés sur les textes et les images dans Canva, des modèles prêts à l'emploi, pré-entraînés, que vous pouvez utiliser en quelques clics, et puis également le support de custom, donc de vous permettre d'importer votre propre jeu de données et d'entraîner des modèles sur votre propre jeu de données si ceux que nous fournissons prêts à l'emploi ne correspondent pas à vos besoins. Je vous mets le lien vers les notes du blog, c'est Marcia Villalba qui a écrit le blog post et vous verrez, c'est vraiment point and click, il n'y a pas de code à écrire, vous importez vos données, vous classifiez vos données, vous entraînez votre modèle et vous utilisez votre modèle avec SageMaker Canva.
EKS, c'est l'offre managée de Kubernetes sur AWS, s'intègre maintenant avec GuardDuty, je devrais dire plutôt l'inverse, c'est Amazon GuardDuty qui maintenant supporte Amazon EKS Runtime. Alors GuardDuty, c'est quoi ? C'est un service de sécurité qui analyse des différentes sources, par exemple le log de tout ce que vous faites sur votre compte AWS, CloudTrail, ça peut analyser aussi les logs de trafic réseau, les VPC flow logs, les logs de DNS, les events qui se passent sur S3, sur le data plane d'S3. Les audit logs de KS et d'autres sources. Et ça applique différentes techniques d'apprentissage machine et d'analyse pour essayer de détecter des threads, des patterns en croisant les informations de plusieurs services. Et s'il détecte des risques possibles de sécurité, il émet des alertes et des recommandations qui sont actionnables, qui sont contextuelles et que vous pouvez consommer dans Amazon Detective, dans Security Hub ou simplement sous forme brute dans EventBridge. Ce que nous ajoutons donc aujourd'hui, c'est la capacité de faire un monitoring du runtime EKS, donc d'aller voir ce qui se passe dans vos containers et détecter plus de 30 risques de sécurité qui pourraient se passer au niveau des containers. Par exemple, l'évélation on dit ça, évélation. Enfin voilà, la montée en privilège dans un container qui permettrait d'accéder par exemple à l'instance EC2 sous-jacente. C'est quelque chose que GuardDuty peut détecter. Il faut évidemment déployer un agent dans votre cluster Kubernetes pour que ça marche, mais on peut le faire tout seul puisque GuardDuty est entièrement managé. Vous devez juste aller dans la configuration de GuardDuty, partir sur la partie EKS Protection, l'activer. C'est pas fait par défaut parce qu'il y a un coût pour ça. C'est gratuit les 30 premiers jours, donc vous pouvez utiliser, mais après il y a un coût. Et puis vous choisissez si vous voulez auditer les logs ou le runtime ou les deux. Et si vous voulez faire le runtime, si vous voulez qu'on déploie l'agent automatiquement pour vous, sinon vous pouvez le faire à la main également, mais il faut un peu plus travailler, notamment configurer le VPC et les permissions IAM pour le faire. C'est mon collègue de Corée, de Séoul, Chan Yoon, qui a qui a écrit le blog post d'annonce et qui vous montre comment traiter avec ça. Donc si vous avez de l'EKS et que vous utilisez GuardDuty, sachez que maintenant vous pouvez remonter des alertes potentiels de sécurité, de risques potentiels de sécurité émanant du runtime de KS sur Amazon GuardDuty. Amazon Chime SDK. Chime, c'est un système de conférence vidéo et audio que nous utilisons en interne à grande échelle chez Amazon. Tous les employés utilisent ça. On utilise ça avec nos partenaires et nos clients également. Il y a un SDK aussi qui vous permet d'intégrer des fonctions de téléphonie ou de vidéoconférence dans vos applications très facilement. Il y a beaucoup de clients qui utilisent les fonctions voix ou vidéo de Chime SDK dans leur application. Vous voyez pas Chime, mais c'est notre backend qui est utilisé en arrière-plan. Et Chime SDK rajoute une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Call Analytics. Donc c'est la possibilité de faire de l'analyse de tonalité, de ton, de sentiments sur des conversations vocales en temps réel. Et également de reconnaître éventuellement le speaker par rapport à une base de données de speakers pré-enregistrés. Donc avant c'était un peu compliqué si vous vouliez faire ce genre d'intégration, il fallait exporter les données de Chime SDK vers Kinesis Stream par exemple et puis tourner des modèles à entraîner vous-même ou les passer à d'autres services comme Amazon, j'ai oublié le nom, Transcribe, voilà, et puis Comprehend éventuellement pour combiner les deux ou Transcribe Real-Time aussi permettait de faire ça. Bref, vous deviez faire la plomberie vous-même et l'intégration vous-même. Bien maintenant c'est fait pour vous. Donc dans la console de Chime SDK, vous pouvez dire ok, j'active l'analyse en temps réel de la conversation et vous définissez quelques options et il déverse toutes les données dans un data lake dans S3 sur lequel vous pouvez ensuite construire vos dashboards de visualisation ou vos règles d'alerte. C'est moi qui ai écrit le blog post, je vous montre comment ça marche. Si vous avez des applications qui utilisent de la voix, Chime SDK, c'est peut-être quelque chose à considérer pour vos applications. Et puis je termine ce What's New qui est plus court que celui d'il y a 2 semaines et c'est bien comme ça, avec 2 nouveautés pour les développeurs. La première concerne les développeurs .NET. Il y a un nouveau canal de blog. Vous savez qu'on a plusieurs canaux de blog pour DevOps, pour AIML, pour les partenaires, etc., etc. Donc il y a un nouveau canal de blog spécifiquement dédié à .NET. Il y a 3 articles qui ont été publiés jusqu'à présent depuis le 30 mars, donc en une semaine c'est pas mal. Attendez-vous à plus. C'est comment bien démarrer avec des développeurs, des développements .NET sur AWS et comment migrer un deployment pipeline de Jenkins
vers Amazon Code Catalyst, ce nouveau service dont on parlera d'ailleurs la semaine prochaine dans le podcast AWS en français. Et puis l'autre et la dernière nouveauté pour les développeurs, c'est un blog post que j'ai écrit la semaine passée, qui est la mise à disposition de Amplify Library pour Swift pour macOS. Donc Amplify, c'est cette librairie open source qui vous permet de créer des applications front-end, web ou mobile extrêmement facilement en consommant des services cloud. Il y a Amplify qui existe pour le langage de programmation Swift depuis quelques années déjà pour iOS, et nous étendons le support à macOS aussi, donc ça vous permet de créer des applications desktop Mac qui consomment les services cloud comme AppSync, comme des API REST, comme S3, comme Cognito et des tas d'autres. Et puis avec un truc un peu sympa venant de la part d'Apple qui s'appelle Catalyst, on peut aussi écrire des applications qui avec le même code base fonctionnent sur tablette, sur téléphone et sur desktop sans rien changer dans son code. Et ça, c'est un peu magique de pouvoir avoir une seule application qui se comporte exactement de la même façon à partir du même code sur ces trois plateformes. Donc si vous développez dans le monde Apple et Swift, allez jeter un coup d'œil sur Amplify Library. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, je le vérifie quand même dans mon planning, mais de tête, on parle de Code Catalyst, nouveau service qui a été sorti pour les développeurs en preview l'année passée à re:Invent et qui devra arriver incessamment sous peu en GA. Donc je veux en parler avant qu'il soit généralement disponible dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci de m'avoir dit bonjour au Summit AWS à Paris pour les conversations et les feedbacks encourageants que j'ai reçus. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.